Mon téléphone a vibré à 7h12, le genre d'heure où les mauvaises nouvelles semblent plus crédibles parce que le cerveau n'est pas encore tout à fait réveillé. L'identité de l'appelant affichait « Papa ». Je l'ai fixé un instant de plus que d'habitude parce que mon père n'appelle pas tôt à moins qu'il ne veuille quelque chose ou qu'il soit sur le point d'annoncer quelque chose comme s'il s'agissait d'un verdict. J'ai répondu « Allô ». Sa voix est arrivée froide et plate, comme s'il lisait une réplique qu'il avait répétée. Grand-père est mort hier soir. Funérailles vendredi. Il nous a tout laissé. Tu n'as rien. Pendant un instant, je n'ai même pas respiré. Non pas parce que je le croyais, mais parce que je pouvais l'entendre, ma mère en arrière-plan qui riait. Pas doucement, pas tristement. Un petit rire éclatant comme si quelqu'un venait d'entendre une blague qu'il attendait de raconter depuis des mois. Puis sa voix, assez claire pour qu'elle sache que je l'entendrais, enfin, tu es dehors. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu hurler. J'aurais pu réclamer des détails comme il s'y attendait. Au lieu de cela, j'ai regardé la table de la cuisine parce que mon grand-père était assis juste à côté de moi, vivant, tenant sa tasse de café comme si rien au monde ne pouvait le faire bouger à moins qu'il ne le décide. Ses mains paraissaient plus vieilles qu'avant la peau fine, les veines plus apparentes mais elles étaient stables. Ses yeux étaient calmes et éveillés, le genre de calme qui ne vient pas de l'ignorance, mais de la certitude. Sur la table devant lui se trouvait une enveloppe scellée. Papier épais, en tête d'avocat dans le coin, mon nom écrit à la main d'une écriture soignée et appliquée. Le sceau n'était pas décoratif, c'était le genre qui claque quand on le brise. Une preuve, pas un sentiment. Je n'ai pas répondu à mon père. Je n'ai même pas bronché au rire de ma mère. J'ai simplement appuyé sur un bouton et mis l'appel sur haut-parleur. Puis j'ai fait glisser le téléphone sur la table jusqu'à ce qu'il se trouve entre moi et grand-père comme un microphone. Mon père a continué à parler parce que mon silence lui fait toujours supposer qu'il gagne. Tu pensais être intelligente, a-t-il poursuivi. Nous couper les ponts, jouer l'indépendante. Maintenant, cela n'a plus d'importance. La maison, les comptes, le terrain, tout est à nous. J'ai observé le visage de grand-père. Pas de colère, pas de choc, juste une légère crispation près de sa mâchoire, comme s'il marquait chaque phrase de la même manière qu'un juge note un mensonge. Ma mère s'est rapprochée du téléphone en arrière-plan et a adouci son ton comme elle le fait lorsqu'elle veut que la cruauté paraisse raisonnable. Viens aux funérailles, a-t-elle dit. Ou n'y viens pas. De toute façon, tu ne fais plus partie de la famille. Le regard de grand-père s'est déplacé vers l'enveloppe. Il ne l'a pas ouverte, il n'en avait pas besoin. Il a tapoté le sceau une fois du bout du doigt. Un petit coup silencieux, comme pour se rappeler qu'il y avait une ligne qu'il n'avait pas encore lue. La voix de mon père s'est faite plus tranchante. Est-ce que tu écoutes seulement? J'ai gardé une voix stable. J'écoute. Il a expiré comme s'il était déçu que je ne pleure pas, bien. Alors tu feras ce qu'il faut et tu resteras loin du cabinet de l'avocat. Nous nous en sommes déjà occupés. Occupés. Ce mot m'a noué l'estomac. Parce que dans la bouche de mon père, s'occuper de signifie de la paperasse, des signatures, et quelqu'un que l'on accule alors qu'il est trop ému pour lire. Et puis j'ai remarqué autre chose. Petit mais important. La main gauche de grand-père n'était pas sur la tasse, elle reposait sur une fine chemise à côté de l'enveloppe. Pas épaisse, pas dramatique, juste une de ces simples chemises cartonnées que les gens utilisent quand ils veulent que le papier soit l'histoire, pas l'emballage. Il était venu préparer. Mon père continuait, sa voix gagnant en assurance alors qu'il n'entendait rien d'autre que ma respiration contrôlée au bout du fil. Nous allons au chalet demain, a-t-il dit. Nous allons faire l'inventaire. Nous t'enverrons toutes les babioles personnelles que tu as laissées là-bas. Ma mère a ri de nouveau. S'il y a quoi que ce soit qui vaille la peine d'être envoyé. J'ai fixé l'écran du téléphone. Le minuteur de l'appel continuait de défiler. La preuve que ce n'était pas un cauchemar, c'était documenté. 7h13, 7h14. Puis grand-père a fait quelque chose qui m'a donné des frissons. Il s'est légèrement penché vers le téléphone. Pas vite, pas de façon dramatique. Le mouvement lent d'un homme décidant qu'une porte est sur le point de se fermer. Ses yeux ont croisé les miens pendant une seconde. Une question sans mots, es-tu prête? J'ai hoché la tête une fois. Grand-père a pris l'enveloppe scellée et l'a tenue à la hauteur des yeux, incliné vers moi comme s'il me rappelait qu'elle existait pour une raison. Puis il l'a reposée et a placé 2 doigts sur la chemise cartonnée. Il n'a ouvert ni l'une ni l'autre.
Il a juste écouté. Mon père parlait toujours sur le ton qu'il utilise lorsqu'il croit donner des ordres à quelqu'un qui n'a pas d'option. Ne cause pas de problème, a-t-il dit. Tu vas t'afficher. C'est réglé. L'expression de grand-père n'a pas changé, mais son pouce a lentement fait glisser l'enveloppe plus près du téléphone comme s'il la positionnait pour le moment où elle compterait. Puis il s'est penché et a parlé vers le haut-parleur. Pas fort, pas avec colère, juste un mot assez clair pour trancher la performance de mes parents comme un couteau dans du papier. Allô. À l'autre bout du fil, le rire s'est arrêté si brusquement qu'on aurait dit que quelqu'un avait coupé le son. Mon père n'a pas parlé. Ma mère n'a pas respiré. Pendant 2 secondes, il n'y a eu que le silence et le faible grésillement d'une connexion téléphonique luttant pour transmettre ce qui venait de se passer. Et puis la voix de mon père est revenue, ténue, incrédule. Papa. Grand-père ne lui a pas répondu tout de suite. Il a regardé l'enveloppe scellée, puis moi, puis le téléphone, comme s'il décidait si cette conversation serait un avertissement ou le début de quelque chose d'officiel. Parce que peu importe ce que mes parents avaient réglé, grand-père avait réglé quelque chose lui aussi. Et il en avait apporté la preuve sur la table de ma cuisine. Pendant quelques secondes après que grand-père a dit allô, la ligne est devenue totalement silencieuse. Si silencieuse que je pouvais entendre le petit bourdonnement électrique de la lumière de ma cuisine. Puis la voix de mon père est revenue, ténue et incrédule. Papa. Ma mère n'a pas parlé du tout au début. Je pouvais entendre sa respiration, des inspirations courtes et nettes comme si elle essayait de décider si elle devait paniquer ou jouer la comédie. Grand-père ne leur a pas accordé la clémence de la confusion. Il est resté près du téléphone et a parlé du même ton calme qu'il utilisait lorsqu'il m'apprenait à faire les choses de la bonne manière dès la première fois. J'ai tout entendu, a-t-il dit. Mon père a tenté de reprendre immédiatement le contrôle. Papa, c'est un malentendu, a-t-il dit rapidement. Nous avons reçu un appel. Ils ont dit, non, a coupé grand-père, toujours calme. Tu n'as pas dit que tu avais reçu un appel. Il a marqué une pause d'un seul instant. Tu as dit que tu avais tout eu. Mon père s'est tu à nouveau. La voix de ma mère s'est glissée, douce et sucrée comme du miel versé sur du verre brisé. Papa, Dieu merci, a-t-elle dit, presque prête à pleurer sur commande. Nous avions si peur. Nous pensions, grand-père n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Tu as ri, a-t-il dit. Une phrase, un fait, et cela a frappé plus fort que n'importe quelle accusation. La douceur de ma mère s'est brisée. Ce n'était pas, a-t-elle commencé. Je suis assis ici, a continué grand-père, avec ta fille à la table de sa cuisine avec une enveloppe scellée de mon avocat. Le ton de mon père a changé. Moins théâtral, plus urgent. Pourquoi es-tu avec elle, a-t-il exigé. Elle t'empoisonne contre nous. Les yeux de grand-père ont croisé les miens pendant une seconde. Puis il a regardé à nouveau le téléphone comme s'il s'adressait à des étrangers, pas à sa famille. Je suis avec elle, a-t-il dit, parce que je savais que vous tenteriez quelque chose au moment même où vous penseriez le pouvoir. Mon estomac s'est noué parce que grand-père ne devinait pas, il confirmait. Mon père a essayé un autre angle. La colère, plus forte cette fois, comme si le volume pouvait effacer l'épreuve. Est-ce que tu réfléchis seulement clairement, a-t-il lancé. Sais-tu quel jour on est? Grand-père n'a pas bronché. On est mardi, a-t-il dit. Et à 7h12 ce matin, tu as appelé ma petite fille pour lui dire que j'étais mort. Il a marqué une pause. Et tu lui as dit de rester loin du cabinet de l'avocat. J'ai senti mon pouls bondir parce que ce n'était pas une menace au hasard, c'était un plan. La voix de ma mère est revenue plus tranchante maintenant. Nous avons dit cela parce qu'elle cause des problèmes. Elle se pointe et fait des scènes. Le ton de grand-père est resté plat. Elle se pointe avec des documents, hein? C'est ce dont vous avez peur. Puis il a fait quelque chose qui a changé toute l'atmosphère de l'appel. Il n'a pas discuté de moralité, il a posé une question de procédure. Pourquoi votre banque a-t-elle reçu une demande de notification de décès à 6h48 du matin? A-t-il demandé. Mon souffle s'est coupé. J'ai regardé grand-père brusquement parce que je ne savais même pas cela. Mon père a émis un son à moitié une toux, à moitié un étouffement. Quoi? A-t-il dit. De quoi parles-tu? Grand-père a fait glisser la chemise cartonnée vers moi et l'a ouverte pour la première fois. À l'intérieur se trouvait une seule page imprimée avec un logo de banque et une en-tête d'alerte.
Il l'a tapoté une fois et l'a poussé vers le téléphone comme si mon père pouvait la voir à travers le haut-parleur. Ceci, a dit grand-père, est une alerte de fraude automatisée. Elle est arrivée dans mes courriels à 6h52, 4 minutes après que quelqu'un a tenté d'initier une procédure de client décédé sous mon nom. La voix de ma mère s'est faite ténue. Ce n'est pas nous. Grand-père n'a pas débattu. Il a lu la ligne qui importait. Elle liste le contact ayant soumis la demande comme, il s'est interrompu et a baissé les yeux, le courriel de mon fils. La cuisine a semblé soudainement plus petite parce que mon père ne faisait pas que pérorer lors d'un appel. Il avait touché à un système. Et les systèmes ne se soucient pas de la famille, ils se soucient des registres. Mon père a de nouveau élevé la voix, désespéré maintenant. C'est faux, a-t-il lancé. Elle te montre de la fausse paperasse. Les yeux de grand-père n'ont même pas scié. Cela vient de la banque, a-t-il dit. Pas d'elle. Puis grand-père s'est penché plus près du haut-parleur et a baissé la voix. Toujours calme, mais plus froid. Voici ce qui va se passer. À 9h, j'ai rendez-vous au cabinet de mon avocat. Elle sera là, et cet appel sera diffusé. Le souffle de ma mère s'est bloqué. Mon père a tenté d'interrompre. Papa, tu ne peux pas, grand-père l'a coupé d'une seule phrase. Tu as fini de parler. Il y a eu une pause, courte et vive, comme si mon père ne parvenait pas à assimiler le fait d'être réduit au silence. Puis ma mère a tenté un dernier pivot, la voix tremblante de la manière la plus stratégique. Papa, s'il te plaît. Tu n'es pas bien, a-t-elle chuchoté. Tu ne devrais pas voyager. Laisse-nous nous en occuper. Grand-père m'a regardé, puis l'enveloppe, puis le téléphone. Je suis assez bien pour signer, a-t-il dit, et assez bien pour révoquer tout ce que je vous ai jamais donné. Révoquer. Ce mot a frappé comme une porte qui claque parce que mes parents essayaient de s'occuper de choses depuis des années, accès, compte, autorisation des choses qui ne fonctionnent que si l'autorité de grand-père est déjà entre leurs mains. Le ton de mon père est devenu hideux. Si tu fais ça, a-t-il sifflé, tu le regretteras. Grand-père n'a pas répondu émotionnellement. Il a répondu avec une sorte de calme qui rend les menaces enfantines. Je regrette déjà ce que j'ai toléré, a-t-il dit. Puis il m'a regardé. Mais l'enregistrement de l'appel, a-t-il dit doucement. J'ai appuyé sur enregistrer. Le petit minuteur rouge est apparu sur mon écran. Grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Il voulait leur voix, leur rire, leur certitude que j'étais dehors. Il le voulait figer dans le temps parce que les gens comme mes parents réécrivent le passé au moment où le futur cesse de leur obéir. Mon père l'a compris aussi. Sa voix a changé instantanément. Papa, a-t-il dit, soudainement plus doux, soudainement prudent. Écoute, nous pouvons parler en personne. Ne fais pas ça devant des étrangers. Les yeux de grand-père sont restés stables. Vous l'avez déjà fait devant des étrangers, a-t-il répondu. Vous l'avez fait à la banque. Puis il a dit la phrase qui m'a de nouveau noué l'estomac. Et quelqu'un était à mon chalet ce matin. Je me suis figé. Quoi? Grand-père n'a pas quitté le téléphone du regard. Alerte de sabotage de boîte à clés, a-t-il dit. Il y a 10 minutes. Mon père a inspiré brusquement, de façon à peine audible, mais c'était là. Grand-père l'a entendu aussi. Il s'est penché et a dit, calme et précis, dis à ton cousin de s'éloigner de la porte. L'appel est devenu silencieux pendant une seconde. Puis, faiblement au loin en arrière-plan, j'ai entendu une autre voix du côté de mon père, paniquée et rapide, et « Il y a quelqu'un ici ». Le visage de grand-père n'a pas changé. Le mien, si. Parce que soudain, ce n'était plus seulement un mensonge au téléphone. C'était un mouvement en temps réel. Grand-père a mis fin à l'appel d'un geste. Net, définitif. Puis il a fait glisser l'enveloppe scellée vers moi et a parlé comme si chaque mot était une preuve. Nous allons chez l'avocat, a-t-il dit. Et ensuite, nous allons au chalet. Mes mains tremblaient alors que je saisissais mes clés. Et juste au moment où nous nous levions, mon téléphone a vibré à nouveau une alerte que je n'avais jamais vue auparavant. Caméra chalet, mouvement sur le porche avant. Je l'ai ouverte, le flux en direct s'est chargé, et il y avait un homme sur le porche de grand-père, son sac à outils sur l'épaule, tendant la main vers la boîte à clés tandis que le cousin de mon père se tenait derrière lui, surveillant la route comme s'il craignait que nous arrivions trop tard. Le flux de la caméra du Porsche s'est chargé en barre de signal instable,
puis s'est affiné juste assez pour que je reconnaisse la forme de ce que je voyais. Un homme avec un sac à outils agenouillé près de la boîte à clés. Pas grand-père, pas un voisin, un étranger faisant un travail. Et derrière lui, à moitié dans le cadre, à moitié caché, se trouvait le cousin de mon père. Celui qui connaissait toujours du monde, qui avait toujours un ami capable d'arranger la paperasse. Grand-père fixait l'écran sans ciller. Il n'a pas eu de hoquet de surprise. Il n'a pas juré. Il a simplement hoché la tête une fois, comme un homme regardant un piège attrapé, enfin ce pourquoi il avait été conçu. Enregistre, a-t-il dit. J'ai lancé l'enregistrement de l'écran. Point rouge, preuve. Puis grand-père a fait quelque chose qui a fait bondir mon pouls. Il a mis la main dans sa poche et a sorti un deuxième téléphone. Vieille école, pas d'application, pas de fioriture. Un numéro déjà enregistré. Il a appelé. Un homme a répondu à la deuxième sonnerie, bureau du shérif. C'est Harold, a dit grand-père d'une voix ferme. J'ai un flux de caméra en direct montrant une tentative d'entrée illégale à mon chalet. Je suis vivant. Mon fils signale faussement mon décès. Il y a eu une pause. Puis le ton de l'adjoint a changé instantanément parce que les vrais noms ont du poids dans les petits comtés. Monsieur Carter, a dit l'adjoint, où êtes-vous en ce moment? En route vers mon avocat, a répondu grand-père, mais j'ai besoin d'une unité à mon chalet maintenant. Grand-père a donné l'adresse de mémoire sans rien regarder. Puis il a ajouté une phrase qui semblait presque fortuite, mais j'ai senti à quel point elle était tranchante. Et je veux que l'unité qui intervient note ceci, il y a eu une tentative de notification de décès bancaire faite ce matin sous le courriel de mon fils. L'adjoint n'a pas discuté. Compris, a-t-il dit. Nous envoyons quelqu'un. Grand-père a mis fin à l'appel et m'a regardé. Les clés, a-t-il dit. La chemise, l'enveloppe. J'ai tout pris. Nous sommes montés dans son camion. Grand-père conduisait toujours, malgré mes protestations, et est sorti de l'allée avec l'enveloppe scellée entre nous comme une arme chargée. Sur l'autoroute, j'ai gardé le flux du chalet ouvert. L'homme au sac à outils a bougé, a réessayé la boîte à clés, puis s'est levé et a parlé à mon cousin. Je ne pouvais pas entendre l'audio, mais je n'en avais pas besoin. Ses gestes étaient clairs, c'est verrouillé. J'ai besoin d'un code. Mon cousin a pointé la porte comme s'il en avait assez d'attendre. Puis, le pire, le serrurier s'est avancé vers la porte du chalet. Comme si la boîte à clés n'était que la première étape. La mâchoire de grand-père s'est crispée pour la première fois. Il ne paraissait pas effrayé, il paraissait offensé. Pas pour lui-même, pour la maison, pour l'audace. Les gens comme ça, a-t-il dit doucement, ne s'arrêtent pas quand le papier échoue. 20 minutes plus tard, nous sommes arrivés sur le parking de l'avocat. Le bureau était calme, soigné, porte vitrée, moquette neutre, certificats encadrés, le genre d'endroit où les familles prétendent être civilisées parce que les murs sont beiges. À l'intérieur, l'avocate a accueilli grand-père avec une chaleur professionnelle, puis m'a jeté un coup d'œil comme si elle connaissait déjà mon visage par de vieilles histoires. Monsieur Carter, a-t-elle dit, je suis heureuse que vous soyez ici en personne. Grand-père a fait un signe de tête vers moi. Elle reste avec moi, a-t-il dit. Puis il a placé l'enveloppe scellée sur le bureau. Avant de faire quoi que ce soit, a-t-il dit, je veux que l'appel de mon fils soit enregistré et conservé. Le regard de l'avocate s'est fait plus perçant. Vous avez l'appel? J'ai levé mon téléphone. Enregistré, ai-je dit. Haut-parleur, leur voix, tout. L'avocate a hoché la tête une fois. Bien. Grand-père s'est penché en avant, calme comme la pierre. Maintenant, a-t-il dit, dites-moi ce que mon fils a essayé de déposer. L'avocate a expiré, puis a ouvert son écran d'ordinateur et l'a tourné légèrement pour que grand-père puisse voir. Il y a eu une demande ce matin, a-t-elle dit, de la part de votre fils. Il a demandé si un certificat de décès avait déjà été émis et s'il pouvait procéder à l'administration immédiate de la succession. Mon estomac a sombré. Il a demandé un certificat de décès. Grand-père n'a pas flanché. Oui, a-t-il dit, comme si c'était exactement ce qu'il attendait. L'avocate a cliqué à nouveau. Il y a eu aussi une tentative de demande de changement, a-t-elle poursuivi, pour mettre à jour vos coordonnées de bénéficiaires sur 2 comptes. Les yeux de grand-père se sont légèrement plissés. Quel compte? L'avocate a hésité une fraction de seconde, puis l'a dit. Le compte d'investissement, a-t-elle précisé,
et le dossier de la propriété du chalet. Grand-père s'est adossé à son siège. Et à ce moment-là, j'ai réalisé la vérité. Il ne s'agissait pas de ne rien me laisser. Il s'agissait de m'exclure assez vite pour que je ne puisse pas interférer pendant qu'il déplaçait l'argent et les accès. Grand-père a ouvert la chemise cartonnée et a fait glisser l'alerte bancaire sur le bureau. Le regard de l'avocate s'est abaissé. À mesure qu'elle lisait, son expression changeait. « C'est une alerte de fraude », a-t-elle dit doucement. Grand-père a hoché la tête. « Exactement. » Puis il a tapoté l'enveloppe scellée une fois. « Maintenant, nous ouvrons ceci », a-t-il dit. L'avocate a hoché la tête, mais elle observait grand-père attentivement, comme si elle savait que les 5 prochaines minutes décideraient si cela resterait un conflit familial ou deviendrait un casier judiciaire. Grand-père a brisé le sceau lentement. Pas de main tremblante, pas d'hésitation. Il a sorti une lettre et un deuxième document, plus épais, tamponné. Il a lu une ligne silencieusement, puis l'a poussé vers l'avocate. « Je veux que ceci soit déposé aujourd'hui », a-t-il dit. L'avocate l'a lu et s'est figée. Puis elle a levé les yeux vers grand-père, la voix plus basse. « Ceci désigne un exécuteur testamentaire », a-t-elle dit. « Pas votre fils. » Grand-père a hoché la tête. « Et cela lui refuse tout accès », a-t-elle ajouté, presque comme si elle ne pouvait pas croire à quel point c'était explicite. « Oui », a dit grand-père. « Parce que je le connais. » Ma gorge s'est serrée. L'avocate a dégluti, puis a glissé le document dans un bac étiqueté « Urgent ». « D'accord », a-t-elle dit, redevenue professionnelle. « Nous pouvons déposer ceci, mais une fois que ce sera fait, votre fils en sera informé. » Les yeux de grand-père n'ont pas scié. « Qu'il le soit », a-t-il dit. Puis il s'est penché vers elle. « Et je veux une chose de plus », a-t-il ajouté. « Une déclaration officielle au dossier précisant que je suis vivant parce qu'il dit déjà partout que je suis mort. » L'avocate hocha la tête brusquement. « Nous pouvons faire ça. » Elle imprima un formulaire. Grand-père signa proprement, délibérément. Puis elle tourna son écran vers moi. « Votre père a essayé d'accéder au portail de la succession de votre grand-père, dit-elle. Il a utilisé une ancienne question de réinitialisation du mot de passe. » Mon estomac se noie. Comment pouvait-il savoir ça? Grand-père répondit avant que je ne puisse le faire. Parce que ta mère a rempli mes formulaires, dit-il calmement. Pendant des années. La pièce sembla plus froide. L'avocate leva les yeux. Monsieur Carter, dit-elle, avez-vous des raisons de croire qu'ils ont des documents physiques avec votre signature? Le regard de grand-père se posa sur moi. Oui, dit-il, et ils ont essayé de les voler ce matin. Mon téléphone vibra. Une autre alerte de la cabane. J'ouvris le flux. 2 unités de shérif étaient maintenant dans l'allée, les lumières clignotant contre les plaques de neige comme des couteaux bleus. Le serrurier et mon cousin se figèrent. Un adjoint sortit, la main près de sa ceinture, et cria quelque chose que nous ne pouvions pas entendre. Puis le serrurier leva les mains. Mon cousin ne le fit pas. Il recula vers les bois. Grand-père se pencha plus près de mon téléphone, les yeux durs. Ne cours pas, murmura-t-il. Sur le flux, mon cousin partit en sprint hors du champ de la caméra. Un adjoint le poursuivit, le serrurier resta. Et puis, parce que ma famille ne fait jamais qu'une seule chose à la fois, mon téléphone vibra à nouveau. Pas une alerte, un appel de mon père. Je fixai l'écran. Grand-père regarda aussi. Il ne me dit pas de répondre, il fit simplement glisser le téléphone vers lui et dit très calmement, « Voyons quelle histoire il essaie maintenant. » Le nom de mon père brillait sur mon écran comme un défi. Je ne le touchais pas. Grand-père le fit. Il fit glisser mon téléphone vers lui, appuya sur le haut-parleur et répondit avec la même voix calme qu'il utilisait quand il voulait que quelqu'un se démasque sans s'en rendre compte. Oui. Pendant une demi-seconde, mon père ne parla pas, comme si son cerveau ne pouvait pas comprendre le son d'un homme mort répondant. Puis il se reprit rapidement. « Papa, dit-il, trop doucement. Dieu merci. Je viens te voir. Nous devons parler en privé tout de suite. » Grand-père ne mordit pas à l'hameçon. « À propos de quoi ?» demanda-t-il. Mon père expira comme si c'était lui le raisonnable. « À propos d'elle, dit-il. » Puis je sentis mon estomac se contracter. « Elle te manipule. Elle t'isole. Les gens sont inquiets. Les gens.
Ce mot n'est jamais synonyme d'inquiétude dans ma famille, il s'agit d'un levier. Grand-père jeta un coup d'œil à l'avocate. Elle fit un petit signe de tête et appuya discrètement sur un bouton de son téléphone de bureau enregistrement aussi de son côté. Preuve de redondance. Grand-père parla à nouveau, d'une voix ferme. À 7h12 ce matin, dit-il, vous avez dit à ma petite fille que j'étais mort. La voix de mon père devint plus légère, fausse surprise. Papa, je n'ai pas, vous l'avez fait, coupa grand-père, calmement. Et votre femme a ri. Silence. Puis la voix de mon père s'aiguisa. Très bien, dit-il sèchement. Tu veux la vérité? Nous l'avons fait parce que nous devions protéger ce qui est à nous avant qu'elle ne le vole. Les yeux de l'avocate se levèrent. Les miens devinrent froids. Le ton de grand-père ne changea pas. Qu'est-ce qui est à nous? Demanda-t-il. La succession, dit mon père rapidement maintenant, en colère. Les comptes, la cabane, la terre. Papa, tu ne comprends pas comment ça marche. Si elle s'en mêle, ça devient un gâchis. Grand-père se pencha légèrement vers le haut-parleur comme s'il voulait que chaque mot soit clair sur l'enregistrement. Elle s'en mêle, dit-il. Elle est assise à côté de moi. Le souffle de mon père se coupa. Infime, mais là. Puis il pivota brusquement. Papa, écoute, dit-il, soudainement plus doux, presque suppliant. Ne faisons pas ça par l'intermédiaire d'avocats. Je vais venir te voir. Nous allons régler ça en famille. Les yeux de grand-père ne clignèrent pas. Vous avez déjà choisi des avocats, dit-il. Vous avez choisi la banque à 6h48. Vous avez choisi le registre. Vous avez choisi le coffre-fort. Ce dernier mot changea la donne. La voix de mon père se tendit. Quel coffre-fort? Grand-père attendit une seconde et assez longtemps pour laisser le mensonge se former puis dit, celui que votre cousin a essayé d'ouvrir il y a 10 minutes. Un autre silence. Puis, faiblement en arrière-plan du côté de mon père, une voix étouffée féminine, trop près du téléphone, ne dit rien. Ma mère. Grand-père l'entendit. L'avocate aussi. Moi aussi. La bouche de grand-père se serra au coin, mais sa voix resta contrôlée. Je peux l'entendre, dit-il. Mon père répliqua, fort et sec, elle n'est pas là. Elle l'est, répondit grand-père. Et tu es sur haut-parleur, et tu es enregistré. Ce mot enregistré changea tout. Le ton de mon père changea instantanément, comme un masque tombant en place. Papa, dit-il, prudent maintenant. Ça n'a pas à devenir moche. Nous pouvons gérer ça discrètement. Grand-père ne lui donna rien. Dis-moi pourquoi tu as dit à ma petite fille de se tenir à l'écart de mon avocate, dit grand-père. Mon père hésita juste assez longtemps. Puis il essaya de combler le silence avec autorité. Parce qu'elle est instable, dit-il. Elle a eu des épisodes. Elle déforme les choses. Tout le monde le sait. Le stylo de l'avocate cessa de bouger. Les yeux de grand-père devinrent plus froids. Tout le monde ne le sait pas, dit grand-père. Tu veux que ce soit sur papier pour qu'elle ait l'air peu fiable. Mon père éleva la voix, sur la défensive. Elle profite de toi. Elle t'a dans sa cuisine à te nourrir de mensonges. C'est moi qui ai apporté l'enveloppe, dit grand-père d'un ton neutre. Pas elle. Silence à nouveau. Et puis mon père prononça la phrase qui me fit comprendre que c'était plus important que la cabane, papa, le tribunal est déjà impliqué. Mon estomac se noua. La tête de l'avocate se leva lentement. Quoi? Grand-père ne réagit pas extérieurement. Il demanda juste, calmement et mortellement, quel tribunal? Mon père essaya immédiatement de faire marche arrière. Je ne voulais pas, je veux dire l'homologation, dit-il rapidement. C'est standard. L'avocate tendit la main vers son clavier et commença à taper rapidement. Elle ne demanda pas la permission. Grand-père la regarda pendant une seconde, puis regarda à nouveau le téléphone. Vous avez déposé quelque chose, dit-il. La voix de mon père s'éleva, paniqué pour la première fois. Non, dit-il sèchement. Je n'ai pas déposé. Je me suis renseigné. Grand-père ne discuta pas, il laissa l'avocate le faire. Elle fixa son écran, cliqua 2 fois, puis se figea. Et quand elle parla, sa voix était plus basse qu'avant. Monsieur Carter, dit-elle à grand-père, il y a un dépôt. Ma peau devint froide. Mon père entendit sa voix sur le haut-parleur et intervint immédiatement.
Ne l'écoutez pas, aboya-t-il. Cette avocate travaille pour elle. L'avocate l'ignora et continua à lire. Requête d'urgence, dit-elle. Tutelle temporaire. Je sentis mon souffle quitter mon corps. Grand-père ne cligna pas des yeux. Tutelle, répéta-t-il. Les yeux de l'avocate se posèrent sur moi, puis revinrent à grand-père. Elle prétend que vous êtes mentalement incapable, dit-elle. Il prétend que vous êtes exploité. La voix de mon père sortit du téléphone, furieuse et triomphante en même temps. C'est pour votre propre bien, dit-il sèchement. Si vous ne voulez pas écouter, le tribunal vous fera écouter. Grand-père fixa le téléphone comme s'il était devenu un objet étranger. Puis il parla calmement avec un calme si aigu qu'il me fit peur. Vous avez essayé de me déclarer mort dans une banque, dit-il. Et quand cela a échoué, il fit une pause, vous avez essayé de me déclarer incompétent devant le tribunal. Mon père ne le nia pas. Il s'y appuya. Vous ne pensez pas clairement, siffla-t-il. Vous prenez des décisions par dépit. Le tribunal vous protégera d'elle. L'avocate fit défiler à nouveau, son visage se crispant. Ils ont demandé une audience accélérée, dit-elle. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Mon rythme cardiaque se transforma en un tambour. Grand-père tourna légèrement la tête et me regarda. Pas de peur, pas de tristesse d'excuses. Parce qu'il n'avait pas seulement prédit qu'ils essaieraient de prendre sa propriété, il avait prédit qu'ils essaieraient de le prendre lui. Puis l'avocate ajouta la ligne qui fit encore plus chuter mon estomac, et ils ont indiqué l'adresse de votre cabane comme votre résidence actuelle. Ce qui signifie qu'ils essayaient d'établir qu'il y vivait afin de pouvoir contrôler l'accès par le biais d'une ordonnance du tribunal liée à la propriété. La voix de grand-père resta stable, mais elle devint plus froide. Ils ont planifié ça, dit-il. Mon téléphone vibra à nouveau. Une autre alerte du flux de la caméra de la cabane. L'avocate jeta un coup d'œil à mon écran et murmura, « Quoi maintenant ?» Je l'ouvris. Les unités de shérif étaient toujours là. Le serrurier était assis sur les marches du porche. Et le cousin de mon père, pris près de la limite des arbres, était maintenant ramené vers l'allée, menotté. Mais l'adjoint qui le tenait ne regardait plus le cousin. Il regardait quelque chose dans sa main, un morceau de papier plié. L'adjoint le déplia devant la caméra, lut une ligne, et sa posture changea. Puis il leva sa radio et dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre. L'avocate se pencha plus près de mon téléphone, les yeux se plissant. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Je fis un zoom avant jusqu'à ce que les pixels se brisent. Je pouvais encore distinguer la première ligne du papier que l'adjoint tenait, ordonnance de tutelle temporaire, brouillon. Un projet d'ordonnance du tribunal déjà préparé, déjà imprimé, déjà à la cabane comme s'il prévoyait de le signifier dès que la porte s'ouvrirait. Ma gorge devint sèche. Grand-père fixa l'écran, puis se pencha vers le téléphone sur la table, vers mon père, toujours connecté sur le haut-parleur, et dit d'une voix qui était à peine plus forte qu'un murmure, « Vous avez amené le tribunal à ma porte. » Et la réponse de mon père revint, basse et satisfaite, « Pas encore. » La voix de mon père sortit du haut-parleur comme un couteau glissant doucement sur la peau calme, confiante, calculée. Grand-père ne cria pas. Il ne se mit pas en colère. Il fixa simplement le téléphone comme s'il voyait enfin mon père sans illusion. Puis il mit fin à l'appel. Un seul tapotement. Silence. Le bureau de l'avocate semblait trop propre pour ce qui venait d'être dit à l'intérieur. D'accord, dit l'avocate, la voix redevenue professionnelle. Nous agissons vite. Elle ouvrit un nouveau document sur son ordinateur et commença à taper comme si elle attendait ce moment. Premièrement, dit-elle, nous déposons un affidavit attestant que M. Carter est vivant et compétent. Deuxièmement, nous déposons une réponse d'urgence à la requête de tutelle avec des preuves de tentative de fraude. Grand-père hocha la tête une fois, calme, prêt. Utilisez l'enregistrement de l'appel, dit-il. Et l'alerte de la banque, ajoutez-je. Et les images de la cabane, dit l'avocate sèchement. Et le fait que votre fils a tenté une procédure de décès à la banque à 6h48 du matin. Elle regarda grand-père. Monsieur Carter, j'ai besoin que vous signiez une déclaration tout de suite. Grand-père prit le stylo sans hésitation et signa d'une écriture propre et régulière. Pas de tremblement, pas de confusion, pas de doute. L'avocate l'imprima immédiatement et la glissa dans un dossier marqué et déposé aujourd'hui. Puis elle tourna son écran vers nous. Il y a une demande d'audience fixée à 14h, dit-elle.
Il demande une tutelle temporaire accélérée. Les yeux de grand-père se plissèrent légèrement. Ils ne l'obtiendront pas. Ils ne peuvent pas l'obtenir, corrigea l'avocate, tapotant l'écran. Pas avec ces preuves. Elle cliqua à nouveau, affichant une liste de pièces jointes déjà téléchargées sur le dépôt de mon père, et mon estomac se noua quand je la vis. Une déclaration de soutien PDF avec mon nom dessus. Je me penchai plus près. Ce n'est pas le mien. L'avocate l'ouvrit. C'était écrit comme si j'étais un prédateur. Il affirmait que grand-père était confus, isolé, facilement influencé. Il affirmait que j'avais emménagé dans sa maison, restreint l'accès à la famille et contrôlé ses médicaments. Médicaments, murmurai-je. Il ne prenait même pas de médicaments. Ma gorge se serra d'incrédulité. Le visage de grand-père resta calme, mais quelque chose derrière ses yeux se durcit. Ils construisent une histoire, dit-il. Oui, répondit l'avocate. Une histoire conçue pour faire agir un juge rapidement. Puis elle fit défiler jusqu'à la ligne de signature, et nous vîmes tous la même chose en même temps. Un nom tapé, pas celui de mon père, pas celui de ma mère. Un tiers. Un témoin. La voix de l'avocate devint plus basse. Ce nom de témoin, dit-elle lentement, est le cousin de votre père. Celui à la cabane? Celui qui est menotté? Celui qui venait d'être pris à la porte avec un serrurier. Grand-père expira par le nez, une respiration contrôlée. Alors, ils ont écrit le scénario, dit-il, et ils ont envoyé l'acteur sur scène. L'avocate ne perdit pas une seconde. Elle passa un appel. Greffier du juge, dit-elle dans son téléphone. Ici le conseil de Monsieur Harold Carter. Nous avons une réponse d'urgence à une requête de tutelle qui comprend des preuves d'une tentative de notification de décès frauduleuse, une tentative d'entrée illégale active et des séquences vidéo en direct. Elle écouta, puis ajouta, oui, je peux l'envoyer par courriel maintenant et la déposer immédiatement. Elle raccrocha et regarda grand-père. Maintenant, nous allons à la cabane, dit-elle, parce que s'ils essaient de signifier un projet d'ordonnance là-bas, nous devons couper ça physiquement aussi. Grand-père hocha la tête. Nous y allons. Nous remontâmes la montagne avec le numéro du shérif enregistré et l'email de preuve de l'avocate déjà chargé. Je continuai à tout envoyer, enregistrement de l'appel, alerte de la banque, capture d'écran du faux email, le journal de manipulation du coffre-fort, les images de la caméra du Porsche. Quand nous entrâmes dans l'allée de la cabane, la scène ressemblait aux séquelles d'une tempête. 2 unités de shérif, des adjoints se déplaçant calmement. Le serrurier assis sur le Porsche, pâle et tremblant. Le cousin de mon père menotté près du haillon, la tête baissée, et un adjoint tenant une planchette avec des papiers, ce même adjoint que j'avais vu à la caméra plus tôt. Il vit grand-père sortir du camion et ses yeux s'écarquillèrent. Parce qu'on n'oublie pas le visage de l'homme qu'on vous a dit mort. Monsieur Carter, dit-il. Grand-père hocha la tête une fois. Vivant, répondit-il. La posture de l'adjoint passa instantanément de la routine à c'est maintenant un problème pour le tribunal. Monsieur, dit l'adjoint, nous avons récupéré un projet d'ordonnance imprimé sur place. Il le brandit, ordonnance de tutelle temporaire, brouillon. Qui a imprimé ça, demanda grand-père. L'adjoint regarda le cousin. Il l'avait dans son sac, dit l'adjoint, avec un ensemble de formulaires et une clé USB. Clé USB. Mon estomac se contracta à nouveau. L'adjoint ouvrit un sac de preuves et montra la clé à travers le plastique. Aussi, dit-il, nous avons récupéré un dossier étiqueté banque et un autre étiqueté propriété point. La mâchoire de grand-père se serra légèrement. L'avocate n'était pas là avec nous, mais elle nous avait dit ce qui comptait le plus, l'intention, la planification, la piste. Et maintenant, tout était entre les mains d'un adjoint. Le cousin de mon père parla enfin, la voix tendue, essayant de paraître serviable. Je vérifiais juste l'endroit. Il a dit qu'il m'avait demandé de le faire. Qui vous a demandé, coupa l'adjoint. Le cousin hésita. Grand-père s'approcha calme mais terrifiant. Dis son nom, dit grand-père doucement. Le cousin déglutit, les yeux fuyants. Puis il le dit. Votre fils. Grand-père ne réagit pas, il n'avait pas besoin de le faire. L'adjoint l'écrivit. Puis l'adjoint regarda à nouveau grand-père et dit quelque chose qui fit picoter ma peau. Monsieur, votre fils a appelé notre poste plus tôt pour nous demander si nous pouvions confirmer que vous étiez décédé. Les yeux de grand-père se durcirent.
Il vous a appelé, vous aussi. L'adjoint hocha la tête. Oui. Et quand nous lui avons dit que nous ne pouvions pas le vérifier, il a dit qu'il avait des papiers qui arrivaient. Des papiers qui arrivent. Le projet d'ordonnance de tutelle n'était pas une coïncidence. C'étaient les papiers qui arrivent. Je montai sur le porche et regardai la porte de la cabane. Le coffre-fort était rayé. Le cadre de la porte avait des marques fraîches là où le serrurier avait travaillé une violation, petite mais bruyante. Grand-père monta à côté de moi et regarda le bois comme si c'était une blessure. Puis il plongea la main dans la poche de son manteau et sortit l'enveloppe celle à en tête de l'avocate qu'il avait gardée non ouverte pendant des heures. Il me la tendit. « Ouvre-la ici, dit-il. »« Ici, murmurai-je. »« Ici, répéta-t-il. » Là où ils ont essayé de voler la fin. Mes mains tremblaient en brisant le sceau. À l'intérieur se trouvait une seule page, simple et direct, un amendement notarié. Il ne refusait pas seulement l'accès à mon père. Il le nommait. Il énumérait les tentatives de fraude comme motif de restriction immédiate. Il désignait l'exécuteur testamentaire avec l'autorité explicite de geler les comptes et l'accès à la propriété. Et au bas se trouvait la dernière ligne de grand-père, manuscrite, indubitable, si quelqu'un prétend que je suis mort, appelez le shérif. Si quelqu'un prétend que je suis incompétent, passez l'enregistrement. Je couvris ma bouche de ma main, ne pleurant pas, juste stupéfaite de voir à quel point grand-père avait prévu l'avenir. L'adjoint le lut et hocha la tête. Ça, dit-il calmement, c'est aussi clair que possible. Grand-père regarda vers les arbres, puis de nouveau vers l'allée où son cousin se tenait menotté. Puis il me regarda. Ils t'ont appelé pour te dire que tu n'obtiens rien, dit-il. J'acquiesçai, la gorge serrée. La voix de grand-père resta calme. Ils avaient raison sur une chose, dit-il. Tu n'obtiens rien d'eux. Il posa légèrement une main sur mon épaule. Tu récupères ta vie. Quand nous quittâmes la cabane, les adjoints étaient toujours là à recueillir des preuves. L'exécuteur testamentaire était déjà en train d'être notifié. La banque recevrait l'affidavit de fraude d'ici la fin de la journée, et l'avocate entrerait à cette audience de 14 heures avec un enregistrement de mes parents riant de la mort de mon grand-père alors qu'il était assis vivant à ma table de cuisine. Mon père pensait qu'il pouvait m'effacer avec un seul appel téléphonique. Au lieu de cela, il s'est documenté lui-même. Il a essayé d'amener le tribunal à la porte de grand-père. Au lieu de cela, il a amené les forces de l'ordre à son propre plan. Et le meilleur dans tout ça a été simple, il n'a pas perdu parce que j'ai crié. Il a perdu parce que je suis resté calme assez longtemps pour que la vérité devienne un dossier.